À quelques mètres de lui, sur le banc des accusés, un jeune homme au visage lunaire fixe le sol. Dans quelques heures à peine, il saura s'il vivra ou s'il montera les marches de la guillotine. Dans la salle d'audience étouffante de la cour d'assises de Troyes, en ce mois de février 1976, l'air est si dense qu'on pourrait presque le couper au couteau, un silence de cathédrale. Puis une voix s'élève, grave, légèrement voilée, mais incroyablement ferme. « Mesdames et messieurs les jurés, je suis ici pour vous. Convaincre qu'en tuant ce jeune homme, la France ne sera pas plus grande, mais seulement plus barbare. Et cet homme, c'est Robert Badinter ? Face à lui, un adversaire redoutable, l'avocat général, incarnation officielle de l'État, qui réclame la tête de Patrick Henry au nom du peuple français. D'un côté, la demande implacable de la peine de mort, de l'autre, un avocat obstiné qui refuse que la justice se confonde avec la vengeance. Dans quelques heures, le jury tranchera. Il n'y a pas de deuxième chance, pas de rappel, pas de retour en arrière. Ce duel, cette rivalité brûlante au centre de la justice française des années 1970, ne tombe pas du ciel. Elle est le point culminant d'un chemin de vie façonné par la peur, la perte, l'injustice la plus brutale. Pour comprendre comment Robert Badinter en est arrivé à défier, presque seul, toute une tradition judiciaire, il faut revenir bien en arrière, à une autre époque, à une autre France, à un enfant qui, un jour, a entendu frapper à la porte. Sans savoir que sa vie venait de basculer, Robert Badinter naît le 30 mars 1928, à Paris, dans un pays qui se croit alors à l'abri des grands cataclysmes. Son père, Simon, est venu de Bessarabie, cette terre de l'Est européen où l'on sait que l'État peut être un bourreau. Il a fui la misère, les pogroms, pour ce pays dont il admire les principes. Liberté, égalité, fraternité. Sa mère, Charlotte, fille d'immigrés elle aussi, croit passionnément en l'école républicaine. Chez les Badinter, on n'a pas beaucoup d'argent, mais on a une foi presque religieuse en la France. Le petit Robert grandit entouré de mots, ceux que son père prononce avec un léger accent d'Europe de l'Est, ceux impeccablement français, de ses instituteurs, ceux enfin des livres qu'il dévore. Il est ce qu'on appelle un bon élève. Calme, studieux, discret, rien, à première vue, ne laisse deviner que cet enfant deviendra un jour l'homme qui fera trembler la guillotine. Puis l'histoire, cette abstraction des livres d'école, se met à cogner à la porte. 1940. Les chars allemands entrent dans Paris. Pour Robert, ce ne sont d'abord que des rumeurs, des chuchotements entre adultes, des regards inquiets de ses parents sur des cartes, étalées à la table de la salle à manger. Très vite, pourtant, la rumeur prend corps. Les Badinter doivent partir. Ils quittent Paris pour Lyon, zone dite libre, où l'on espère que la tempête sera moins violente. À Lyon, Robert découvre une autre ville, d'autres rues, d'autres camarades de classe, mais il découvre surtout un nouveau mot, juif. Jusque-là, c'était une simple donnée familiale, presque anodine. Désormais, c'est une catégorie administrative, une marque sur les papiers, une menace. Les lois antisémites de Vichy tombent comme des couperets. Son père, commerçant respecté, citoyen français naturalisé, devient du jour au lendemain un indésirable. Un matin de 1943, la guerre entre dans leur appartement pour de bon. On frappe à la porte, fort, trop fort. Des bottes dans l'escalier, des voix autoritaires. La Gestapo, les policiers français, peu importe. Ce sont les agents d'un État qui a décidé que certains hommes n'ont plus droit ni à la vie, ni à la justice. Robert, 15 ans à peine, assiste impuissant à l'arrestation de son père. Le moment est fulgurant, irréel. Les mains qui s'agrippent au bras de Simon, les cris étouffés, la tentative futile de la mère d'expliquer, de supplier, puis la porte qui se referme. Le silence, soudain, plus assourdissant que les coups frappés à l'instant. Robert ne reverra jamais son père. Simon Badinter sera déporté, assassiné dans un camp d'extermination nazi, sans procès digne de ce nom, sans défense, sans recours. Ce jour-là, quelque chose se grave au fer rouge dans le regard du jeune garçon. L'État peut tuer. Il peut tuer légalement, administrativement, froidement, et lorsqu'il tue, il a toujours de bonnes raisons à invoquer. La sécurité, l'ordre, la loi. Cette fracture intime, cette blessure qui ne cicatrisera jamais, deviendra le soubassement invisible de toute la vie de Robert Badinter. La guerre se termine, laissant derrière elle des ruines matérielles, mais aussi morales.
La France se regarde dans le miroir, découvre ses lâchetés, ses héros, ses accommodements. Robert, lui, a un objectif clair, réussir ses études, s'en sortir, comme on dit. Mais ce n'est pas seulement une ambition sociale, c'est déjà une forme de réponse à la violence subie. Comprendre la loi, la maîtriser, pour que jamais plus elle ne puisse être utilisée contre des innocents comme son père. Il monte à Paris pour faire des études de lettres et de droit. Dans les amphithéâtres de la Sorbonne, il retrouve la promesse républicaine, de grands mots, de grandes idées, des professeurs qui parlent de liberté, de démocratie, de justice. Il écoute, prend des notes, mais derrière chaque notion abstraite, il voit encore le visage de Simon, son père, disparu sans sépulture. Le droit, pour lui, ne sera jamais seulement un ensemble de règles, ce sera un bouclier ou une arme. Dans les cafés du quartier latin, les discussions vont bon train. On parle de reconstruction, de la 4e République, bientôt de la guerre d'Algérie. Les jeunes intellectuels se partagent entre communistes, socialistes, gaullistes, existentialistes. Robert, lui, se tient à distance des étiquettes trop faciles. Il est déjà habité par un autre combat, plus intime. Comment faire en sorte que l'État ne redevienne jamais ce monstre froid que sa famille a connu? Après, Paris, Columbia. À la fin des années 1940, le jeune diplômé traverse l'Atlantique pour aller étudier à New York. Là-bas, il découvre un autre monde, un autre rapport au droit. Les grandes bibliothèques américaines, les cours magistraux, mais aussi le combat pour les droits civiques, qui commence à gronder, l'idée que le droit peut être un instrument de progrès social, pas seulement un code figé, le marque profondément. De retour en France, au début des années 1950, Robert Badinter prête serment au barreau de Paris. C'est une autre scène, une autre solennité, la robe noire sur les épaules. Il fait ses premiers pas dans un univers dominé par quelques grandes figures, souvent issues de milieux très bourgeois. Lui, le fils d'immigrés juifs, orphelin de la Shoah, doit se tailler une place dans ce cénacle où se croisent vanité, talent, rivalité. Au début, il traite des affaires civiles, commerciales. Rien ne laisse encore deviner qu'il deviendra le symbole de la lutte contre la peine de mort. Mais déjà, une tension sourde s'installe. Dans chaque dossier, il questionne « est-ce juste ? Est-ce humain ? Est-ce conforme non seulement à la lettre, mais à l'esprit de la loi ?» Ses collègues le trouvent brillant, parfois trop passionné. En parallèle, il embrasse une carrière universitaire. Agrégé de droit, professeur, il enseigne le droit pénal à des générations d'étudiants. Là encore, on pourrait croire à une vie bien rangée, presque classique. Le matin à l'université, l'après-midi au cabinet, le soir à travailler des dossiers. Mais derrière cette respectabilité s'accumule une colère froide contre toutes les formes d'arbitraire, contre ces moments où la justice cesse d'être humaine pour devenir machine. Puis, un jour, la peine de mort cesse d'être pour lui une notion lointaine, une abstraction juridique. Pour prendre le visage d'un homme, cet homme c'est Roger Bontemps. Nous sommes au début des années 1970. Bontemps, détenu à la prison de Clairvaux, a participé à une prise d'otage qui a mal tourné. 2 morts. Il n'a pas tiré, il n'a pas porté les coups mortels, mais il était là. L'État veut faire un exemple. Dans la cour d'assises, le drame se rejoue, déformé par l'émotion, la peur, la soif de punir. L'avocat général réclame la peine de mort, avec la grande gestuelle et la rhétorique de ceux qui se savent soutenus par une opinion publique assoiffée de châtiment. Face à lui, Robert Badinter. Ce jour-là, il plaide non pas pour innocenter Bontemps, il sait bien qu'il ne le peut pas, mais pour lui éviter la guillotine. Il parle de dignité humaine, de responsabilité différenciée, de la barbarie d'un État qui tue à son tour. Il invoque l'histoire, la morale, l'humanité, mais le vent souffle dans l'autre sens. Le jury suit l'avocat général. Bontemps est condamné à mort. Il sera exécuté. Lorsque la nouvelle tombe, tôt le matin, dans cette lumière grise qui ne pardonne rien, Robert est anéanti. Il n'a pas seulement perdu un procès. Il a vu l'État recommencer ce qu'il avait connu enfant, prendre une vie au nom de la loi, sans retour possible. Dans ses mémoires, il racontera ce sentiment de défaite absolue, cette impression d'avoir laissé un homme seul face à une machine implacable. Ce jour-là, il fait un serment silencieux. Plus jamais il ne se contentera de plaider au cas par cas, il faut aller à la racine du mal, la peine de mort elle-même. À partir de là, quelque chose change.
L'avocat respecté devient le militant acharné. Dans les coulisses du barreau, un nouveau duel se dessine. D'un côté, ce magistrat, avocat, Paul dans l'imaginaire collectif, la France abolit la peine de mort dans le velours des grands. Discours sous les ors de la République. Mais si vous remontez le film à l'envers, vous tombez sur une autre image, brutale, presque insoutenable. Un adolescent qui apprend que son père a été arrêté parce qu'il est juif et qu'il ne reviendra pas. C'est là, dans cette déchirure intime, que commence l'histoire de Robert Badinter. Et ce n'est pas une histoire d'homme de loi au sens confortable du terme. C'est une histoire d'urgence, de survie. Et d'une course contre une horloge invisible, celle d'une époque capable, en quelques mois, de broyer une famille entière. Il naît le 30 mars 1928, à Paris, dans une famille juive d'origine bessarabe. Le prénom, Robert, sonne comme une promesse d'intégration tranquille. Mais la promesse se fissure vite. La France qu'il va connaître enfant n'a rien d'un décor scolaire. C'est un pays qui bascule. La guerre arrive comme un rideau qui tombe trop tôt sur une scène où les acteurs n'ont pas eu le temps d'apprendre leur texte. Et lorsque les lois antisémites se mettent à dicter la vie quotidienne, ce n'est pas une question politique, ce sont des portes qui se ferment, des visages qui changent, des silences qui s'épaississent, des regards qui comptent. La famille Badinter fuit, se déplace, se réorganise. On ne part pas, on s'arrache. Chaque trajet a un double fond. Derrière la valise, la peur, derrière la peur, la honte de devoir avoir peur, Robert grandit avec cette sensation que le monde peut mentir d'un jour à l'autre, que la normalité est un costume fragile. Son père, Simon Badinter, est arrêté en 1943. Pas pour un acte, pas pour un crime, pour une identité. Déporté, il meurt en déportation. Une phrase qu'on écrit en 2 secondes, mais qui ouvre un gouffre à l'intérieur d'un garçon de 15 ans. Ce n'est pas seulement un deuil, c'est une initiation violente à l'arbitraire, à l'injustice, à la mécanique froide d'un État qui peut tuer sans se salir les mains. Et c'est là que se fabrique, sans que Robert le sache encore, son obsession. Comment une société civilisée se donne le droit de supprimer un être humain? Comment elle enveloppe ça dans des mots propres? Ordre, sécurité, exemplarité? Dans cette enfance interrompue, le futur avocat ne lit pas encore les codes. Il lit les hommes, il observe les petites lâchetés et les grands courages, les dénonciations qui se murmurent, les solidarités qui s'inventent. Il apprend très tôt que la violence n'est pas toujours un coup. Parfois, c'est une signature au bas d'un papier. La libération ne répare pas tout. Elle change le décor, pas les cicatrices. Après la guerre, Robert Badinter est un jeune homme avec une mémoire trop lourde pour son âge. Il étudie, il s'accroche, la République, il veut la comprendre pour la corriger. Il passe par des études de droit, puis s'oriente vers une formation intellectuelle plus large. Il veut penser, pas seulement plaider. Dans ces années d'après-guerre, la France reconstruit ses murs et ses mythes. Lui reconstruit sa boussole morale. Il n'a pas le luxe d'une jeunesse légère. Il a déjà vu ce que peut faire un système quand personne ne le contredit. Le plus fascinant, c'est que Badinter n'entre pas dans la vie publique comme un conquérant. Il s'y glisse comme quelqu'un qui a une dette. Pas d'argent, une dette envers les morts. Il commence à enseigner. Il devient professeur de droit. Son terrain, ce sont les idées, la justice, la peine, la responsabilité, la dignité. Il travaille, il écrit, il argumente. On pourrait croire à une trajectoire calme, universitaire, presque protégée. Mais sous la surface, la tension monte. Parce qu'en France, à cette époque, l'appareil pénal conserve un visage ancien. Et parmi ces instruments, il y en a un qui ressemble à un anachronisme macabre, la guillotine. Pendant que la société se modernise, la peine de mort reste là, comme un meuble lourd qu'on n'ose pas déplacer. On la range dans un coin de la conscience nationale, on évite d'en parler au dîner, on la justifie par des exceptions. Et puis, un jour, elle revient au centre de la pièce, sous la forme d'un dossier, d'un visage, d'une date d'exécution annoncée. La France des années 50-60 n'est pas seulement celle des 30 glorieuses, c'est aussi celle où l'on continue de couper des têtes au nom du peuple. Un mot qui sonne démocratique, mais qui, appliqué à la mort, devient une arme. Badinter choisit alors un chemin qui n'est pas celui du confort. Il devient avocat, et pas un avocat de salon. Un avocat de l'urgence, celui qui lit les dossiers, en sachant qu'un être humain y est accroché comme à une falaise. Il entre dans les prétoires avec une pensée fixe.
Si la justice se trompe, elle ne peut pas réparer. Si elle tue, elle transforme son erreur en destin. Les premières grandes affaires ne sont pas encore celles qui feront de lui un symbole national, mais elles le mettent au contact de ce que la justice a de plus cru, les faits, les cris, les familles, la presse qui simplifie, l'opinion qui réclame. Et là surgit déjà l'ombre du rival. Pas un méchant caricatural, mais une force adversaire, solide, enracinée. Ceux qui veulent maintenir la peine de mort. Une coalition informelle, faite de réflexes politiques, d'une partie des magistrats, de certains éditorialistes, et surtout de ce personnage collectif terrifiant, l'opinion. Badinter comprend très tôt que son combat ne sera pas seulement juridique, il sera narratif. Il faudra arracher la France à une histoire qu'elle se raconte. Il y a des monstres, donc il faut une mort exemplaire. Et face à lui, il y a un concurrent redoutable, presque invincible parce qu'il parle au ventre, la logique de la vengeance. Ce rival a un visage institutionnel. Le garde des Sceaux qui refuse la grâce, le procureur qui réclame la tête, le ministre qui calcule, et le président qui tranche. Mais il a aussi un visage médiatique, les unes de journaux, les mots inhumains, monstres, à abattre. Badinter, lui, parle de droit, de dignité, de prudence. Et dans une époque où l'on veut du simple, parler complexe est un handicap. C'est là que se crée la dramaturgie intime. Il doit convaincre avec des outils qui ne font pas vibrer immédiatement, alors que son adversaire, lui, n'a qu'à appuyer sur le bouton de la peur. Au fil des années, Robert Badinter se forge une méthode, il écoute, il dissèque, il démonte les mécanismes, il cherche la faille non pour gagner, mais pour empêcher l'irréparable. Dans les couloirs des tribunaux, il voit le moment précis où un être humain devient un dossier, puis une date, puis une exécution. Et il se met à détester cette transformation, non pas parce qu'il idéalise les accusés, il n'est pas naïf, mais parce qu'il sait que l'État, lui, ne doit jamais s'autoriser le pire, même quand le pire a été commis. Les années passent, et Badinter approche d'un seuil. Il n'est plus seulement un avocat brillant, il devient une voix, une présence. Dans les cercles intellectuels, politiques, judiciaires, on le reconnaît, mais la reconnaissance est une médaille qui brûle. Elle attire les affaires les plus lourdes, celles où l'on perd du sommeil, celles où l'on sait dès le départ que la marge de manœuvre est minuscule. Et c'est ici que l'horloge se matérialise. Parce qu'avec la peine de mort, il y a toujours une date imprimée dans une convocation, dans un calendrier administratif, dans un ordre signé. Une date qui transforme les nuits en compte à rebours. Badinter va connaître ce compte à rebours, encore et encore, comme un métronome de l'angoisse. Il y a des dossiers où la justice ne demande pas « qui a raison ?», mais « est-ce qu'on aura le temps ?» Et cette question-là, elle ne pardonne rien. Son rival, la coalition de la mort légale, comprend aussi qu'il a en face un homme dangereux. Pas dangereux par la violence, mais par la persévérance. Parce qu'il n'abandonne pas. Parce qu'il revient, parce qu'il transforme chaque procès en miroir tendu à la société, un miroir dans lequel on voit parfois quelque chose d'inavouable, le goût d'une foule pour le châtiment. Badinter, lui, préfère une justice qui protège même contre nos instincts les plus bas. Et rien n'est plus impopulaire, parfois, que de demander à une nation de se retenir. À la fin des années 60 et au début des années 70, la France change. Les mœurs bougent, les idées circulent, les contestations secouent les certitudes. Badinter est au cœur de ce bouillonnement, mais il n'est pas un agitateur au sens classique. Il est un juriste qui a compris que la loi est un champ de bataille. La politique commence à l'effleurer, non pas comme une ambition, mais comme une nécessité. Car plaider, c'est sauver un homme. Changer la loi, c'est en sauver des inconnus. Et pourtant, il hésite. Le prétoire, c'est le concret. La politique, c'est la compromission possible. Entre ces deux mondes, il y a une tentation et un risque. Son rival, lui, se nourrit de ce risque. Il sait que pour abolir, il faut une majorité, des alliances, des votes, des calculs. Et il sait que l'abolition n'est pas seulement un débat moral, c'est une grenade électorale. Badinter avance quand même. Il se rapproche d'un camp qui, progressivement, assume l'idée d'une réforme profonde de la justice. Il rencontre des responsables, des élus, des stratèges. Il comprend comment naît une décision d'État. Dans des couloirs, des comités, des réunions où l'on pèse les conséquences comme on
pèse des charges explosives. Et à chaque fois, son adversaire est là, sous forme d'arguments raisonnables. Le pays n'est pas imaginer une salle comble surchauffée, illuminée par des lustres dorés, et au centre, un homme qui parle calmement de dignité humaine, alors que dehors, dans une cour de prison, une guillotine attend encore derrière une porte métallique. Cet homme sait qu'il lui reste moins de 24 heures pour convaincre un pays de renoncer à tuer au nom de la loi. Et face à lui, assis quelques rangs plus loin, un autre homme, son rival de toujours, prépare sa réponse, prêt à l'accuser de faiblesse et de naïveté, de trahison envers les victimes. Ce soir-là, Robert Badinter joue contre le temps, contre la peur, contre la soif de vengeance. Mais ce combat ne commence pas en 1981. Dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale, il commence bien plus tôt. Dans un appartement modeste de Paris, au début des années 30, quand un petit garçon apprend en une seule nuit que l'État peut se transformer en bourreau. Robert est né le 30 mars 1928, dans une famille juive venue d'Europe de l'Est pour fuir la misère et les pogroms. Son père, Simon, tailleur, a des mains d'or et un accent qu'il n'a jamais complètement perdu. Sa mère, Charlotte, est la douceur qui tient la famille debout. Ils n'ont pas grand-chose, mais une certitude. Ici, en France, leurs enfants seront enfin en sécurité. La République, pense-t-il, protège ceux qui croient en elle. Le petit Robert grandit avec cette promesse. Il aime les livres, les histoires, les mots. À l'école, c'est un élève brillant, impliqué, un peu trop sérieux pour son âge. Ses parents le regardent avec fierté. Leur fils sera quelqu'un. Mais dehors, le monde change. L'ombre monte en Europe. Les conversations à la maison se font plus étouffées, les regards plus inquiets. Puis vient 1940. La débâcle, l'occupation, les panneaux interdits aux Juifs, les lois de Vichy. Un jour, Robert découvre que l'État qu'on lui a appris à respecter commence à le désigner, lui, sa famille, comme des êtres à part, des citoyens de deuxième zone. On lui explique qu'il ne peut plus aller dans tel parc, qu'il ne peut plus s'inscrire dans telle école. C'est absurde, c'est brutal, mais c'est la loi. Pour la première fois, l'enfant intelligent qu'il est se heurte à une question qui ne le quittera jamais. Que se passe-t-il quand la loi est injuste? Et que vaut un État qui se retourne contre les siens? La famille s'exile à Lyon, en zone dite libre. On vit caché, à moitié, en se courbant sous les rafales de décrets antisémites. Robert comprend vite que, pour survivre, il faut apprendre à se taire, à disparaître, à devenir invisible. Mais, à 13 ans, on n'est jamais vraiment invisible. Un matin de 1943, on frappe à la porte. Ce sont des hommes en uniforme. L'air devient soudain irrespirable. Simon, le père, est arrêté. La scène est rapide, presque banale, comme tant d'autres scènes de rafle à travers la France. Quelques mots, un ordre, une valise à peine préparée, un dernier regard. Pour Robert, c'est un arrachement. Il ne reverra jamais son père. Simon Badinter sera déporté, Drancy, puis Sobibor. Un convoi, un numéro, puis plus rien. Pas de corps, pas de tombe. Juste un nom qui s'efface dans une liste interminable. Ce vide, ce trou noir dans sa vie, devient le point fixe autour duquel tout va tourner. Dans ce geste-là, des policiers qui viennent chercher un homme parce qu'il est né juif, parce que l'État le désigne comme indésirable, se condense la plus grande trahison qu'un pays puisse commettre envers ses citoyens. Pour le jeune Robert, une certitude s'impose. La loi, si on la laisse faire, peut devenir meurtrière. Et quand elle tue, elle le fait avec un tampon, une signature, un conformément au décret. Sans cri, sans sang visible, sans remords. Ce jour-là, un enfant comprend que la justice n'est pas donnée, qu'elle n'est pas garantie, qu'il faut la construire, la défendre, la disputer à ceux qui se contentent de l'ordre. Et quelque part, dans ce chaos, naît le futur avocat, le futur ministre de la Justice, l'homme qui parlera de dignité humaine devant des députés furieux. Après la guerre, Robert revient à Paris avec sa mère et ses frères. Il a survécu, mais il n'a plus l'innocence des autres adolescents. Il ne regarde plus les uniformes de la même manière. Il sait de quoi l'État est capable, quand plus personne ne lui dit non. Mais il reste une arme à laquelle il croit, l'intelligence, le savoir, les mots. Au lycée Janson de Sailly, puis à la Sorbonne, il se jette dans les études comme on se jetterait à l'eau pour ne pas être englouti. Les amphithéâtres, les piles de livres, les cours de droit, il absorbe tout.
Il découvre le code civil, le raisonnement juridique, cette mécanique froide et logique qui, bien utilisée, peut protéger ou détruire des vies. C'est à cette époque qu'apparaît, dans son paysage, une silhouette qui va hanter sa route pendant des années. Un autre étudiant en droit, de son âge, brillant lui aussi, sûr de lui, ambitieux, que nous appellerons ici Marc Delcourt. Là où Robert est grave, pudique, Marc est charmeur, provocateur. Ils se retrouvent souvent au premier rang, l'un à côté de l'autre, à répondre aux questions des professeurs. Leur rivalité est d'abord académique, presque amusée, mais très vite, elle devient idéologique. Un soir, après un cours, alors que les étudiants discutent politique au café, la conversation dérape sur la peine de mort. La guillotine est encore là, lointaine, mais bien réelle, dans l'imaginaire collectif. Marc lâche en haussant les épaules. Sans la peine de mort, comment tu fais peur aux criminels? Il faut bien une sanction ultime. Robert se crispe. Pour lui, l'État qui tue n'est pas l'État fort, mais l'État qui renonce à sa propre humanité. Les mots de Marc lui semblent presque obscènes. Entre eux, une ligne invisible se trace, deux visions de la justice, irréconciliables. Deux futurs qui vont se faire face. Après sa licence, Robert choisit de pousser plus loin. Il se passionne pour le droit privé, décroche l'agrégation. À 23 ans, il est déjà un jeune universitaire promis à une grande carrière. On le voit professeur à Dijon, puis à la Sorbonne. Costume sombre, craie blanche, phrases parfaitement structurées. Les étudiants l'écoutent, fascinés, alors qu'il démonte, article par article, les subtilités des contrats, des obligations, de la responsabilité civile. Mais derrière cette rigueur, quelque chose le démange. Le droit civil est une architecture magnifique, mais abstraite. Les drames qu'il a connus, lui, n'étaient pas abstraits. Ils avaient des visages, des cris, des portes claquées au milieu de la nuit. Peu à peu, il commence à être attiré par un autre univers, celui des tribunaux, des barreaux, des plaidoiries, là où les mots de la loi rencontrent le sang, les larmes, la peur. Paris, début des années 50, palais de justice, couloirs sombres, portes lourdes, dossiers empilés. C'est là que Robert va faire un choix qui surprend ses collègues universitaires. Il devient avocat. Pour beaucoup, c'est un renoncement à la tranquillité d'une carrière académique, à la sécurité d'un statut. Pour lui, c'est un retour à l'essentiel. Il veut voir comment la justice s'applique en vrai, comment un juge regarde un prévenu, comment un avocat peut, d'une phrase, sauver une vie ou la condamner. Au même moment, Marc, son rival de jeunesse, prête lui aussi serment. Mais il choisit le parquet, la carrière de magistrat, puis s'engage dans la politique, du côté de ceux qui prônent l'ordre, la fermeté, la sévérité extrême. Les deux anciens camarades vont désormais se retrouver de part et d'autre de la barre, l'un pour défendre, l'autre pour accuser. Leur opposition personnelle devient le symbole d'un affrontement plus vaste qui traverse toute la société française. Pendant des années, Robert navigue entre sa chaire de professeur et les bancs du tribunal. Il plaide d'abord en matière civile, commerciale, puis, peu à peu, est attiré par la pénale. Il découvre la violence nue des procès criminels, les photos insoutenables, les familles effondrées, les accusés hagards. Il voit aussi la facilité avec laquelle on se laisse déborder par la peur. Quand un crime est particulièrement atroce, la question revient toujours comme un réflexe. Il mérite la mort. Dans ces instants-là, l'enfant qui a perdu son père à Sobibor se réveille en lui. Il se souvient de ce que cela signifie vraiment, pour un État, de décider qu'un homme ne mérite plus de vivre, qu'il doit être effacé, éliminé, silencé à jamais. À chaque fois qu'un procureur demande la mort, c'est comme si le spectre de la chambre à gaz, de la guillotine, de tous les instruments, de l'exécution légale se dressait devant lui. À New York, où il séjourne pour des études complémentaires, il assiste un jour à une audience dans un tribunal américain. Il voit un accusé noir, menotté, entouré de policiers blancs. Il entend, dans la bouche du procureur, le mot « death penalty ». Il comprend que la peine de mort est aussi un révélateur. Elle frappe rarement au hasard, elle s'abat plus souvent sur les pauvres, les minorités, les invisibles. Cette injustice le marque profondément. Là encore, il voit la même mécanique. Un État sûr de lui, des juges convaincus d'appliquer la loi, et au bout de la chaîne, un corps qui sera mis à mort au nom de tous. De retour en France, il fonde, avec quelques confrères, un cabinet qui deviendra l'un des plus importants de Paris. Les dossiers s'enchaînent, les journées se prolongent jusqu'à la nuit.
Mais une autre chose se précise, ses engagements. On est dans les années 60. La France est traversée par les secousses de la décolonisation, par les conflits autour de la guerre d'Algérie, par les mouvements sociaux. Robert choisit son camp, celui des libertés publiques, des opposants, de ceux qui contestent les abus de pouvoir. Il se retrouve, dossier après dossier, face à un État qui, une fois de plus, se croit tout permis au nom de l'ordre. Et, régulièrement, il retrouve Marc, son rival, désormais magistrat influent, puis député d'une droite intransigeante, à la télévision. Et dans des colloques, des débats, Marc a affiné son discours. La société a besoin de protection. Face aux terroristes, aux criminels les plus dangereux, la justice doit être exemplaire. La guillotine, c'est la garantie ultime. Plus les années passent, plus leurs échanges deviennent électriques. L'un parle de dignité, l'autre de sécurité. L'un parle de l'irréversibilité de la peine de mort, l'autre de l'irréversibilité du crime. Un soir, à la radio, alors qu'ils débattent du cas d'un condamné à mort, Marc lâche « Tu te réfugies dans l'émotion, Robert. Moi, je suis du côté des victimes. » Et ces mots-là, du côté des victimes, résonnent longtemps dans la tête de Badinter, parce que lui aussi, au fond, est du côté d'une victime, son père, et, à travers lui, tous ceux que l'État a livrés à la mort au nom d'une loi prétendument légitime. Au fil des années 70, une autre transformation s'opère dans sa vie, son entrée dans la sphère politique. François Mitterrand, figure montante de la gauche, a besoin d'avocats, d'intellectuels, de voix fortes pour incarner un projet de transformation en profondeur de la société. Badinter devient peu à peu l'un de ses proches. Il le conseille, le défend dans certains dossiers, partage avec lui une vision commune, celle d'une France qui tournerait réellement la page de Vichy, de l'arbitraire, des zones d'ombre de son histoire. Mais cette proximité a un prix. En s'affichant clairement à gauche, Robert se désigne comme cible. Ses adversaires politiques, parmi lesquels Marc désormais solidement installé, le présentent comme un avocat des criminels, un intellectuel déconnecté des réalités, un homme qui n'a jamais connu la peur dans les cités sombres, lui qui a pourtant connu la peur sous une autre forme, plus implacable encore. Et pourtant, ça n'est pas la politique qui va, d'abord, faire de lui un personnage public, mais un procès où il aura, encore une fois, à lutter contre la montre, un procès où, face à un jury hostile, à une opinion outrée, et à un procureur qui réclame la tête de l'accusé, il devra trouver les mots pour empêcher que la lame ne tombe. Un procès où, dans le box, il ne défendra pas un héros, mais un homme détesté de tous, un monstre aux yeux de la foule. Ce procès, et les suivants, le propulseront au cœur d'un débat national sur la peine de mort. Ils feront de lui, malgré lui, le visage d'un combat que beaucoup jugent perdu d'avance. Parce qu'en France, au milieu des années 70, plus de 2 Français sur 3 sont encore favorables à la guillotine. Et parmi ceux qui la défendent, il y a Marc, devenu l'un des porte-voix les plus efficaces du camp de la fermeté, qui promet aux électeurs sécurité et protection, au prix d'un peu plus de sang sur la bascule. À ce moment-là, personne ne parierait sur Badinter. Ses prises de position choquent, ses plaidoiries, filmées, diffusées, sont disséquées, moquées, caricaturées. On le traite de l'ami des assassins. Et pourtant, chaque fois qu'il monte à la barre, il parle de la même chose, la dignité de l'homme, même dans le pire des crimes. Ce mot « dignité » deviendra sa boussole. Au fil des procès, des tribunes, des interventions à la radio et à la télévision, Robert se transforme. Il n'est plus seulement l'universitaire brillant, l'avocat méticuleux, il devient un orateur, un combattant public. Sa voix se pose, se durcit, ses phrases se cisèlent. Il apprend à parler non seulement aux juges, mais à l'opinion, aux millions de gens qui, derrière leurs écrans, réclament la mort, persuadés que c'est là la seule forme de justice. Pendant ce temps, la scène politique bouge. La gauche progresse. Mitterrand, après plusieurs tentatives, se rapproche du pouvoir. Dans les coulisses, les équipes se forment, les projets de réforme se préparent, et parmi ces projets, l'un revient comme un pari fou. Abolir la peine de mort. Marc, de son côté, ironise. La peine de mort. Tant que je serai là, ils n'y toucheront pas. Le peuple n'en veut pas. Ils n'auront jamais le courage de s'y attaquer pour de bon. Il est persuadé que la guillotine est là pour longtemps, solidement ancrée dans la tradition pénale française.
Le 10 mai 1981, François Mitterrand est élu président de la République. Dans les jours qui suivent, les noms circulent pour composer le nouveau gouvernement. Robert n'est pas candidat à quoi que ce soit. Mais il sait qu'une fenêtre infime vient de s'ouvrir, une brèche de temps, un moment fragile, peut-être quelques mois, un an tout au plus, durant lesquels l'impensable peut être tenté. Alors qu'il marche, un soir, dans les rues de Paris, il pense à son père, à Simon embarqué dans le wagon vers Sobibor, à tous ceux que l'État français a livrés, qui n'ont jamais été vengés, dont la mort n'a jamais été réparée, et il se répète en silence. Si nous gardons la guillotine, si nous continuons à tuer au nom de la loi, alors nous n'aurons rien compris. Quelques jours plus tard, le téléphone sonne. On lui propose le poste le plus symbolique, le plus exposé, le plus périlleux pour l'homme qu'il est. Ministre de la Justice, garde des Sceaux. Il sait ce que cela signifie. Cela signifie entrer, à visage découvert, dans l'arène politique, affronter de front ceux qui, comme Marc, vont tout faire pour l'empêcher de toucher à la peine de mort. Et surtout, cela signifie que le compte à rebours commence, car il n'aura pas tout le temps du monde. Un gouvernement peut tomber, une majorité peut vaciller. L'opinion peut se retourner au premier crime atroce. Si l'abolition ne passe pas vite, elle ne passera peut-être jamais. Dans le miroir, ce matin-là, en ajustant sa cravate, Robert Badinter n'est plus seulement le petit garçon qui a perdu son père, ni le professeur, ni l'avocat des causes difficiles, il devient l'homme qui va mettre sa vie entière au service d'une bataille dont il ne sait pas s'il sortira vainqueur ou brisé. La voiture officielle le conduit vers la place Vendôme. Les pavés brillent sous la pluie. Les caméras l'attendent. Les micros se tendent. Dans un bureau voisin, quelque part, Marc commente déjà son entrée au gouvernement. Il va se casser les dents. Le pays ne le suivra pas. Robert descend de voiture. Il lève les yeux vers la façade du ministère de la Justice, symbole d'une institution qu'il respecte autant qu'il la craint. Il sait qu'à l'intérieur, il n'aura ni indulgence, ni délai, ni seconde chance. Le temps presse, la guillotine est toujours là, et l'histoire, désormais, ne lui laissera qu'une poignée d'années, peut-être moins, pour faire en sorte qu'elle disparaisse à jamais. Imaginez une nuit de septembre, lourde comme une veille de tempête. Au bout de l'hémicycle de l'Assemblée nationale, sous l'écrasante lumière des projecteurs, un homme feuillette lentement quelques pages. Sa voix, dans quelques minutes, devra affronter des hurlements, des invectives, des applaudissements ironiques. Dans les tribunes, la foule s'est déjà partagé les rôles. D'un côté, ceux qui veulent qu'on coupe encore des têtes, de l'autre, une poignée de convaincus qui espèrent un miracle politique, et au centre, Robert Badinter, garde des Sceaux depuis à peine quelques mois, se dit ceci. Si je me trompe ce soir, si je flanche, la guillotine continuera, et chaque exécution sera aussi un peu la mienne. Ce soir-là, le temps ne se compte plus en années de carrière, ni même en mandat. Il se compte en heures. En heures avant un vote qui peut tout faire basculer, mais pour comprendre comment Badinter en est arrivé à ce moment de vérité, armé seulement de quelques feuilles et de toute sa vie, il faut revenir en arrière. À ce jour de mai 1981, où, pour la première fois, il franchit en ministre les portes du ministère de la Justice, place Vendôme. La voiture s'arrête, les flashs crépitent. Dans la cour, les silhouettes des hauts magistrats se dessinent, raides, protocolaires. Badinter sort du véhicule, la mâchoire serrée. Il sent le poids de la robe qui l'attend, quelque part, dans un placard du palais. Non plus seulement celle de l'avocat, mais celle du responsable suprême de l'institution judiciaire. À l'intérieur, le cérémonial est immuable. Le garde des Sceaux sortant lui remet la traditionnelle clé du ministère, symbole d'un pouvoir ancien, presque monarchique. Sur les murs, les portraits de ses prédécesseurs le regardent comme pour lui rappeler que l'institution survivra à tous les réformateurs, même les plus obstinés. Dès les premières réunions, la réalité tombe, froide. L'appareil judiciaire n'a pas attendu Robert Badinter pour se structurer. À la chancellerie, les directeurs d'administration centrale parlent chiffres, organigrammes, contraintes budgétaires. Ils veulent savoir quel sera le calendrier législatif, quelle loi ils comptent présenter, dans quel ordre. Lui n'a pas de doute. La peine de mort, d'abord. Un silence gêné s'installe. Certains baissent les yeux vers leur dossier, d'autres tous feignent de chercher un stylo.
Chacun sait que le pays est massivement favorable à la guillotine, que la police, une grande partie des magistrats, une majorité de députés y sont attachés. L'un des plus anciens directeurs lâche, prudent, « Monsieur le garde des Sceaux, peut-être faudrait-il attendre un peu, tester l'opinion, laisser passer quelques réformes plus consensuelles. » Mais Badinter n'est pas venu pour aménager le confort de la barbarie. Il sait que la fenêtre politique est étroite. Mitterrand vient d'être élu, l'état de grâce ne durera pas. Il suffit d'un crime atroce, d'une affaire sanglante, pour que l'opinion se retourne encore davantage contre l'abolition. Alors, il répond calmement, mais sans trembler, « Non, nous n'attendrons pas. » Chaque jour qui passe est un jour où un homme peut être condamné à mort. C'est là que le compte à rebours commence vraiment. Dans un bureau voisin, le calendrier du ministère est accroché au mur. On y marque en rouge les dates des conseils des ministres, des réunions avec le président, des séances parlementaires. Pour Badinter, chaque case blanche est une menace. Un espace où tout peut se retourner, une période propice aux manœuvres de ses adversaires. Car ses adversaires, justement, s'organisent à des centaines de mètres de là, dans un immeuble de bureau proche de l'Assemblée nationale. Marc Delcourt, son rival d'études devenu figure de proue de la droite parlementaire, suit les événements avec un sourire en coin. Il connaît Badinter, ses convictions, son entêtement. Il sait qu'il ne lâchera pas la bataille de l'abolition. Mais il sait aussi que la peur est une alliée plus puissante que n'importe quel argument moral. Très vite, Marc peaufine sa stratégie. Dans les réunions de groupe, il martèle « La gauche va commencer par ça, par protéger les assassins. Faisons-en un symbole. Opposons la sécurité à leur angélisme. » Il sait que, dans les journaux à gros tirage, les faits divers sanglants font vendre. Il sait que chaque meurtre d'enfant, chaque braquage qui tourne mal, alimentera le feu qu'il cherche à attiser. Pendant ce temps, au ministère, les équipes de Badinter travaillent sans relâche. On prépare un projet de loi simple, clair, presque nu. Un article unique abolissant la peine de mort, et rien d'autre. Pas de faux fuyants, pas de demi-mesure. Mais au-delà du texte, il faut préparer le combat politique. Les conseillers appellent, rencontrent, sondent. Ils cherchent parmi les députés de la majorité ceux qui hésitent, ceux qui craignent leurs électeurs, ceux qui, au fond, se sentent rassurés par l'idée qu'il existe une sanction suprême. Et les nouvelles ne sont pas bonnes. Dans les couloirs de l'Assemblée, on entend des phrases comme « Je suis de gauche, mais enfin, pour les monstres, il faut bien quelque chose. » Nos électeurs ne comprendront pas. On vient de gagner, ce n'est pas le moment de se mettre le pays à dos. Chaque fois que l'un de ces échos revient à la chancellerie, Badinter resserre la mâchoire. Il pensait trouver dans sa propre majorité un soutien massif. Il découvre des tremblements, des doutes, des lâchetés. À la table du Conseil des ministres, pourtant, le président tranche. La loi d'abolition sera présentée. Mitterrand a promis. Badinter le rappelle, sans relâche. Et il sait que, derrière cette promesse, il y a aussi des noms. Christian Ranucci, Jérôme Carin, Hamida Djandoubi, les derniers. Guillotiné de la veuve République, dont les exécutions l'ont hanté, lui, l'avocat, jusque dans ses nuits. L'annonce de la future loi fait l'effet d'une déflagration, les unes de journaux se succèdent. Veut-on désarmer la justice? Les assassins peuvent se réjouir. Des éditorialistes respectables expliquent, d'un ton grave, que la société a besoin de symboles forts, que l'abolition serait un « danedi », signal dramatique envoyé aux criminels. À la télévision, Marc Delcourt déploie son talent. Costume sombre, regard droit, diction parfaite. « Je pose la question, dit-il, à ceux qui nous regardent. Si l'on supprime la peine de mort, que restera-t-il pour punir le meurtrier d'un enfant? La question est une arme. Elle transperce les écrans. Dans les salons, dans les bistrots, dans les salles de pause, on en discute. Badinter, lui, sait que la vraie question est inversée. Que devient une société qui, pour se protéger, accepte d'imiter le meurtrier? Mais cette question-là, plus abstraite, plus exigeante, prend plus de temps à se frayer un chemin, et du temps, il en a peu. Comme si l'histoire elle-même se liguait contre lui, un crime particulièrement atroce éclate en plein été, une affaire d'enlèvement, de violence, de mort. Les détails, distillés jour après jour, glacent le pays. Les micros se précipitent vers les familles des victimes, vers les policiers, vers les élus locaux.
et, inévitablement, vers Marc Delcourt qui déclare, le visage fermé, « Comment peut-on parler d'abolition dans un moment pareil? Ce serait cracher au visage des victimes. » À la chancellerie, certains conseillers, paniqués, proposent de temporiser, de reporter le débat. « Attendez que l'émotion retombe, plaide-t-il, sinon nous allons au-devant d'une catastrophe politique. » Badinter écoute en silence, puis il pose la seule question qui compte. Et si, pendant que nous attendons, un autre homme est condamné à mort? Devra-t-il mourir pour que nous paraissions prudents? Il sait qu'il marche sur une corde raide. D'un côté, la fidélité absolue à sa conviction, de l'autre, la possibilité que, en allant trop vite, il fasse échouer l'abolition pour longtemps. Cette tension, ces nuits blanches à peser l'irréparable contre le calcul, lui creuse les traits. Un soir, dans le calme relatif de son bureau, éclairé par la lumière jaune d'une lampe de travail, il relit les notes qu'il a accumulées. Depuis des années, statistiques, comparaisons internationales, erreurs judiciaires, témoignages de familles de condamnés. Il pense à tous ces hommes qu'il a défendus ou côtoyés, Bontemps, Henri, d'autres encore. Tous différents, tous coupables, mais tous humains. Et une phrase qu'il sait qu'il prononcera un jour devant les députés s'impose. « Demain, grâce à vous, la justice française ne tuera plus. » À ce moment précis, un secrétaire frappe à la porte. « Monsieur le ministre, Marc Delcourt vient d'annoncer qu'il déposera une motion de renvoi. Ils veulent retarder le débat le plus possible. » Le rival ne lâchera rien. Il utilisera tous les outils de la procédure parlementaire pour gagner du temps, encore du temps, toujours du temps. Car dans cette bataille, le temps est l'arme la plus efficace contre Badinter. Lorsque la date du débat à l'Assemblée est enfin fixée, l'air lui-même semble se charger d'électricité. Le matin du 17 septembre 1981, Paris se réveille avec cette phrase en boucle à la radio. Aujourd'hui, les députés vont débattre de l'abolition de la peine de mort. Dans les couloirs du Palais Bourbon, les journalistes s'installent, les caméras se calent, les micros sont testés. On sait que la séance sera historique, on sait aussi qu'elle sera violente. Dans la salle à manger du ministère, Badinter avale un café sans goût. Il regarde sa montre. Plus que quelques heures. Il revoit, fugitivement, le visage de son père, celui de ses clients condamnés, celui des veuves qu'il a consolées sans jamais leur mentir sur l'horreur des crimes. Puis il ferme les yeux, respire profondément et se répète « Ce n'est pas mon procès, c'est celui de la guillotine ». À l'Assemblée, le spectacle commence. Les bancs sont pleins, les tribunes archi-combles. On a refusé du monde. Sur les travées de droite, les regards se braquent sur lui, mêlant hostilité et curiosité. Marc Delcourt, assis au deuxième rang, feuillette ses notes. Il a préparé des citations, des chiffres, des exemples de crimes atroces. Il sait que la télévision publique diffusera largement les extraits de la séance. Il se voit déjà le soir en champion de l'ordre, face à ce ministre accusé de faiblesse. Lorsque Badinter monte à la tribune, un brouhaha monte, puis retombe. On entend presque son pas régulier sur le bois. Il pose ses feuilles, lève la tête et commence. Sa voix n'est pas celle d'un tribun qui hurle. Elle est grave, posée, presque professorale. Il ne parle pas de statistiques, ou si peu, il parle de la guillotine comme d'un personnage sinistre qui, depuis des décennies, se lève à l'aube pour réclamer sa ration de sang. Il évoque, sans pathos mais avec une émotion contenue, les matins d'exécution, les hommes réveillés au petit jour pour être conduits, titubant vers la bascule. Il rappelle les erreurs judiciaires, ses vies brisées sur un doute, il martèle. La justice peut se tromper, la justice est humaine, donc faillible. La peine de mort, elle, est irréversible. Dans les travées de droite, quelques députés sourient, secouent la tête. Marc laisse passer. Il sait que son moment viendra. Badinter fait alors quelque chose de plus dangereux encore. Il parle de dignité. La peine de mort, dit-il, n'est pas seulement une peine, c'est une souillure. Elle salit celui qui la subit, mais aussi celui qui la prononce, celui qui l'ordonne, celui qui la regarde en silence. Dans les tribunes, certains retiennent leurs larmes. D'autres, au contraire, se raidissent. On ne leur pardonne pas facilement de se sentir mis en cause. Lorsqu'ils terminent, un silence inhabituel plane quelques secondes dans la salle. Puis les applaudissements de la gauche éclatent, mêlés aux huées de la droite. Le duel peut commencer. Marc Delcourt monte à son tour à la tribune. Son ton est tout autre, tranchant, offensif, presque accusateur.
Il commence par parler des victimes, longuement, il cite des noms, des lieux, des dates, il décrit les corps, les violences, les vies détruites, il se tourne vers Badinter. Vous avez parlé de dignité du criminel, monsieur le ministre. Et la dignité des victimes, qui la défend? Les applaudissements funent sur les bancs de la droite. Il enchaîne, implacable. Vous demandez aux Français de renoncer à un droit qu'ils exercent depuis des siècles, celui de retrancher de la communauté nationale celui qui l'a trahi de la manière la plus odieuse. Vous leur demandez d'avoir pitié de ceux qui n'en ont eu aucune. Eh bien moi, je vous le dis, je refuse cette pitié mal placée. L'argument frappe fort. Dans l'opinion, il est redoutablement efficace. Devant leur téléviseur, des millions de Français acquiescent. Au ministère, ceux qui n'ont pas pu se rendre à l'Assemblée regardent la séance en direct, le souffle court. La journée se déroule comme un long combat de boxe, intervention contre intervention, rappels au règlement, incidents de séance. Par moments, la tension est telle que le président de l'Assemblée doit marteler son pupitre pour ramener le silence. Au fil des heures, une vérité se dessine pourtant. La majorité numéraire est là. Beaucoup de députés de gauche, même hésitants, ne veulent pas être ceux qui auront fait échouer une réforme historique. Quelques centristes, sensibles aux arguments de Badinter, acceptent de voter l'abolition. Mais rien n'est sûr tant que le vote n'a pas eu lieu. Lorsque les scrutins s'ouvrent enfin, la nuit est tombée sur Paris. Badinter, assis sur le banc du gouvernement, regarde les députés se lever, un à un, pour aller glisser leur bulletin. Le temps semble se dilater, chaque minute ressemble à une éternité. Il repense à ce garçon de 15 ans qui regardait son père emmené par des policiers en uniforme. Il se dit qu'au fond, c'est à lui qu'il doit rendre des comptes. Les résultats sont annoncés. La peine de mort est abolie, l'hémicycle explose. Applaudissements debout sur les bancs de la gauche, cris de colère sur ceux de la droite. Dans le vacarme, Badinter reste un instant immobile, presque absent. Ce n'est pas la satisfaction qui le submerge, mais comme un vertige. Il vient de couper le lien qui reliait, depuis des siècles, la justice française au meurtre légal. Dans les couloirs, les journalistes se pressent autour de lui. « Monsieur le ministre, avez-vous un mot pour ce moment historique ?» Il répond simplement « La France vient de sortir de la nuit. » Mais il sait déjà que ce vote n'est pas la fin du combat. Il reste le Sénat, plus conservateur, à convaincre. Il reste surtout l'opinion, qui n'a pas changé d'un claquement de doigts, et il reste ses adversaires, comme Marc, qui, devant les caméras, promettent déjà « Un jour, nous reviendrons sur cette folie ». Ce soir-là, pourtant, en rentrant place Vendôme, alors que la ville s'apaise, Badinter s'accorde quelques minutes seul, dans son bureau, face à la fenêtre. La guillotine ne tombera plus au petit matin dans une prison française. Le compte à rebours qui le hantait depuis ses débuts au barreau vient de s'arrêter. Ce qu'il ignore encore, c'est qu'un autre compte à rebours vient de commencer. Celui des années où, au-delà de l'abolition, il devra transformer la justice elle-même, ses prisons, ses lois, ses aveuglements. Et dans cette nouvelle bataille, son rival ne sera plus seulement l'ombre de la guillotine, mais tout un système rétif au changement, prêt à se venger de l'affront qu'il vient de subir. La nuit où la guillotine est tombée pour la dernière fois dans les textes, certains ont cru que le cauchemar était fini. Au matin, Robert Badinter découvre autre chose. Quand on arrache la tête d'un symbole, tout le corps du système se cabre, se crispe et se prépare à frapper en retour. Dans les jours qui suivent le vote, il n'y a pas de champagne ni de fête improvisée à la chancellerie. Il y a des lettres, des centaines de lettres. Sur son bureau, les piles s'accumulent. À gauche, les remerciements, souvent maladroits, parfois bouleversants. « Monsieur le ministre, mon frère a été guillotiné il y a 10 ans. Vous nous avez délivrés de ce spectre. Je ne vous pardonnerai jamais d'avoir sauvé l'assassin de ma fille. Mais je sais que vous avez fait ce que vous croyiez juste. À droite, la colère, noire, brute. Vous avez du sang sur les mains? Que Dieu juge celui qui a trahi les victimes. » Il lit tout. Il ne répond pas à toutes, mais il lit tout. Chaque lettre est une preuve que l'abolition n'a rien de théorique. C'est une ligne de fracture, intime, dans le pays. Et pendant que la France digère à peine ce basculement, lui n'a pas une minute pour savourer quoi que ce soit. Parce que, très vite, l'illusion tombe. Abolir la peine de mort n'a pas rendu les prisons plus humaines, ni les lois plus justes.
La guillotine a disparu des cours d'assises. Les cellules, elles, restent saturées d'humidité, d'odeur de sueur et de désespoir. Une nuit d'hiver, quelques mois après le vote, Badinter se retrouve dans la cour d'une maison d'arrêt, loin des caméras. Il a exigé de voir, sans protocole, ce que l'on se contente habituellement de lui résumer en chiffres. Le directeur ouvre une cellule. 3 hommes se lèvent, surpris, méfiants. Le plafond est noirci par la moisissure. Le lit superposé tangue au moindre mouvement. Dans un coin, les toilettes, à peine séparées par un drap. Un détenu, la quarantaine, tatouage bleu d'encre de stylo, le fixe avec un demi-sourire. « Monsieur le ministre, vous avez supprimé la peine de mort. Mais ici, c'est la mort au ralenti ?» Cette phrase le poursuivra longtemps. Tué en un instant ou étouffé en 10 ans. Qu'est-ce qui est le plus barbare? La question s'insinue en lui, s'ajoute aux autres, déjà nombreuses. Et elle arrive au moment où, à quelques kilomètres de là, son adversaire prépare une contre-offensive. Dans un bureau cossu du quartier de l'Europe, Marc Delcourt lit, lui aussi, les journaux du matin. Les éditoriaux sont amers. Le chômage monte, les désillusions économiques grignotent l'euphorie de 1981. Il sourit devant un sondage. 63% des Français restent favorables à la peine de mort, malgré l'abolition. La loi est passée, mais l'opinion, elle, n'a pas changé de camp. Pour Marc, c'est une promesse silencieuse. Attends, l'heure viendra. Alors, il change de terrain. L'abolition est votée, il ne peut plus la faire chuter immédiatement. Ce qu'il peut faire, en revanche, c'est transformer chaque réforme future de Badinter en symbole de laxisme. Dans ses discours, un refrain s'installe. Après la peine de mort, que va-t-il nous enlever encore? Les prisons, les peines, le droit des honnêtes gens à être protégés? Chaque mot est pesé, affûté, prêt à être repris dans les journaux du soir. Et pendant que l'opposition aiguise sa rhétorique, au ministère de la Justice, un nouveau compte à rebours commence à clignoter silencieusement. Nous sommes en 1983. Les élections municipales ont donné un premier avertissement à la gauche. Le vent tourne, les conseillers politiques de l'Élysée deviennent prudents, comptables. On parle de rigueur, de nécessité, de réalités économiques. Pour un garde des Sceaux qui veut réformer, cela signifie une chose. Le temps se rétrécit. Badinter s'en rend compte un soir de réunion avec ses proches collaborateurs. Sur un tableau blanc, quelqu'un a inscrit 3 colonnes. Prison, procédure pénale, grands principes. Sous chacune, des projets accumulés depuis des mois. Mettre fin aux juridictions d'exception comme les tribunaux permanents des Sampensemei, forces armées, renforcer les droits de la défense, repenser le régime des peines les plus longues, améliorer l'indemnisation des victimes, moderniser les règles pénales héritées d'un autre siècle. Il écoute, silencieux, pendant qu'on lui explique qu'il ne pourra pas tout faire, que les fenêtres parlementaires sont rares, que l'économie impose d'autres priorités. Puis il prend un feutre noir et trace en haut du tableau une date approximative. Mars 1986. Les regards se rencontrent. Tout le monde comprend. Mars 1986, ce sont les prochaines élections législatives. Si la droite revient au pouvoir, ce sera la fin de son ministère. Il reste à peine 3 ans, moins de 1000 jours pour tenter de changer une institution bâtie sur des siècles. À partir de là, le temps devient un personnage central de sa vie. Chaque réforme est un pari. En vaut-elle la peine, compte tenu de l'énergie politique qu'elle coûtera? Chaque retard est une victoire tacite pour ses adversaires. Il commence par frapper là où le symbole est le plus fort, les juridictions d'exception. La Cour de sûreté de l'État, vestige d'années de peur et de dérive, est supprimée. Les tribunaux militaires permanents en temps de paix sont abolis. Pour lui, c'est logique. La justice doit être rendue par des juges, non par des tribunaux spéciaux façonnés par les crises politiques. Pour Marc, c'est un cadeau offert aux ennemis de l'intérieur. Dans l'hémicycle, le duel reprend, sur un autre terrain. Marc se lève, assure d'une voix ferme que l'on désarme l'État face au terrorisme. Badinter répond que l'État n'est jamais plus fort que lorsqu'il renonce à la facilité des tribunaux d'exception. Et ce qui surprend dans ces échanges, c'est que parfois, dans les couloirs, loin des micros, certains députés de droite viennent lui glisser « Sur ce point, vous avez raison, mais ne comptez pas sur nous pour le dire en séance ». La réforme avance, mais chaque vote est une bataille gagnée au prix d'une fatigue supplémentaire. Les nuits s'allongent.
On le voit quitter la chancellerie bien après minuit, dossier sous le bras, visage creusé, mais regard toujours accroché à une ligne, d'horizon que lui seul semble percevoir. Pendant ce temps, la prison continue de lui renvoyer ses ombres. Des rapports détaillent une surpopulation qui explose. Dans certaines maisons d'arrêt, des paillasses sont étalées au sol, faute de lit. On parle de 3, parfois 4 hommes dans des cellules prévues pour un... Il lit les descriptions. Rats, humidité, violence entre détenus et, surtout, ce mot qui revient dans les lettres des surveillants comme dans celles des prisonniers, honte. Il sait qu'améliorer la condition carcérale est politiquement explosif, que l'on va l'accuser de bichonner les criminels. Mais il ne veut pas détourner le regard. Un matin, en Conseil des ministres, il prononce une phrase qui fait sourciller. La façon dont une société traite ses prisonniers dit la vérité sur ce qu'elle est. Certains collègues échangent un sourire amusé, comme si c'était une lubie de juriste. D'autres, plus inquiets, imaginent déjà les gros titres. Marc, lui, n'attend que ça. Dans une émission de radio très écoutée, il lâche « On a un ministre de la Justice qui pleure sur le sort des délinquants. Mais qu'a-t-il fait pour les victimes ?» La question claque, et cette fois, elle touche un point sensible. Car Badinter sait qu'il ne peut pas se contenter d'être l'homme des droits des accusés. Pour que sa vision triomphe, elle doit embrasser tout le cercle, accusé, condamné, mais aussi victime. C'est là qu'intervient l'un des paradoxes les plus saisissants de sa carrière de ministre. En 1985, une loi qui porte son nom va faire de lui, contre toute attente, l'artisan d'un progrès majeur pour les victimes d'accidents de la route. La loi Badinter instaure un régime d'indemnisation plus rapide, plus favorable, pour ceux qui subissent un choc dont ils ne se relèveront parfois jamais. Les assureurs crient au scandale. Marc, pris à contre-pied, hésite. Comment attaquer un texte qui protège les victimes, lui qui se veut leur champion? À l'Assemblée, la scène est presque surréaliste. Le même homme qu'on accuse d'être du côté des assassins plaide avec une précision chirurgicale pour que les blessés de la route ne passent plus des années entre expertise, procédures et humiliations administratives. Les députés écoutent, surpris, certains découvrent un autre visage de Badinter, celui du juriste civiliste, fin, rigoureux, obsédé par la réparation du dommage. Dans les couloirs, un journaliste glisse à un collègue. Il est en train de voler à la droite son monopole sur les victimes. Marc lui serre les poings. Le terrain qu'il croyait sûr se fissure, mais si la politique avance en zigzag, la violence, elle, ne ralentit pas. Le terrorisme frappe à Paris, des bombes explosent dans des lieux publics, les corps traînent sur des trottoirs recouverts de bâches. La peur, brute, primitive, réenvahit la ville. Et là, le pays découvre un Badinter qu'il n'attendait pas. On l'imaginait incapable de sévérité, prisonnier de ses principes. On le voit défendre, au Parlement, des lois antiterroristes qui renforcent certains pouvoirs de la police et de la justice. Il refuse les tribunaux d'exception, mais accepte des procédures plus rapides, des moyens d'enquête élargis. Sous le contrôle du juge, Marc croit un instant tenir sa contradiction. Vous voyez, vous aussi, vous finissez par durcir la loi. Mais ce qu'il ne perçoit pas immédiatement, c'est que, pour Badinter, il n'y a là aucun reniement. Protéger les libertés publiques n'a jamais signifié renoncer à protéger les citoyens. La ligne rouge, pour lui, n'est pas la fermeté, c'est l'arbitraire. Ce choix lui vaut des critiques sur 2 fronts. La droite l'accuse encore d'être faible. Une partie de la gauche radicale lui reproche de céder à la logique sécuritaire. Pris entre 2 feux, il avance, droit, concentré sur ce qui, à ses yeux, demeure essentiel, que chaque nouvelle loi soit compatible, avec l'idée qu'il se fait de la dignité humaine, même dans les heures les plus sombres. Pendant ces années, place Vendôme, sa vie privée devient presque un filigrane discret, derrière l'immense fresque publique. En apparence, il n'a pas de temps pour autre chose. Et pourtant, le soir, tard, quand il rentre enfin, il lui arrive de relire des fragments de ses propres plaidoiries passées, comme « pour vérifier qu'il n'a pas trahi l'avocat en devenant ministre ». Les phrases de jadis, dites pour sauver un homme d'une exécution, résonnent étrangement avec les textes qu'il signe aujourd'hui, pour réformer l'ensemble de la justice. Parfois, un doute le traverse. Suis-je allé assez loin? Assez vite? À chaque fois, la même réponse se dresse devant lui. Le temps.
Ce temps qui lui file entre les doigts, qui lui rappelle que l'usure du pouvoir touche aussi ses alliés, que la popularité s'effrite, que les sondages, détestés mais incontournables, annoncent un basculement. En 1985, quand il regarde le calendrier, il sait que son compte à rebours s'approche de zéro. La droite se prépare déjà pour les législatives. Dans des réunions discrètes, Marc Delcourt et les siens établissent des listes de lois à revoir, à corriger, à abroger partiellement. Ils ne le cachent plus. La justice doit redevenir ferme. Nous corrigerons les excès du mitterrandisme judiciaire. Cette perspective donne à chaque mois restant une intensité particulière. À la chancellerie, on accélère des réformes moins visibles mais décisives. Amélioration de l'aide juridictionnelle, poursuite de Day, la modernisation du code pénal, renforcement des garanties procédurales, ce sont des textes que l'opinion ne retiendra pas, mais qui pour lui comptent autant que le grand geste de l'abolition. Un soir, alors qu'il signe un dernier parapheur de décret, un de ses jeunes conseillers lui murmure « Vous savez, monsieur le ministre, même si la droite revient, ils ne rétabliront pas la guillotine. Ils n'oseront pas. » Il relève la tête, le regarde un instant et répond « Peut-être. » Mais la barbarie ne revient jamais par la grande porte. Elle se glisse par les concessions, les renoncements, les habitudes. Notre devoir, c'est de rendre ce retour aussi difficile que possible. Mars 1986 arrive comme une marée annoncée depuis longtemps. Les résultats tombent, la cohabitation s'installe, la gauche perd la majorité à l'Assemblée. Robert Badinter sait que ses jours de garde des Sceaux sont comptés. Le jour où il quitte la place Vendôme, la cour du ministère est la même que celle où il était entré 5 ans plus tôt. Sol impeccable. Réverbères alignés, uniformes soigneusement repassés. Mais lui n'est plus le même homme. Il a laissé derrière lui la guillotine, les tribunaux d'exception, quelques murs ébranlés des prisons françaises, des lois civiles plus justes. Il laisse aussi une institution qui n'a pas cessé de résister, de grogner, de retarder. Marc Delcourt, désormais figure de proue de la nouvelle majorité, assiste de loin à ce départ. Pour lui, c'est une victoire. Il pense déjà aux commissions qu'il présidera, aux amendements qu'il déposera pour rééquilibrer la justice. Il croit que l'histoire est sur le point de tourner en sa faveur. Ce qu'il ignore, c'est que, pour Badinter, ce départ n'est pas une fin, c'est un changement de terrain. Le combat pour le droit ne s'arrête pas avec un portefeuille ministériel rendu. Il se poursuit ailleurs, dans les livres, dans l'essai. Court dans les institutions de contrôle, dans l'espace public, car si le compte à rebours de ces années de ministre est arrivé à zéro, un autre plus long, plus profond, vient de s'enclencher. Celui d'une influence qui, au-delà des lois votées, va se mesurer en générations. Et dans cette nouvelle bataille, ni les urnes, ni les alternances, ni même les discours de ses adversaires ne suffiront à effacer ce qu'il a déjà gravé dans le droit français. On pourrait croire qu'après avoir arraché la guillotine du code pénal, un homme a enfin le droit de se reposer. Pourtant, au moment même où Robert Badinter quitte la place Vendôme, quelque chose de plus cruel que n'importe quel adversaire se met à le poursuivre. Le temps, il n'a plus de ministère. Plus d'huissier pour ouvrir les portes devant lui. Mais il a une échéance invisible, sourde, qui bat dans sa poitrine. Combien d'années lui reste-t-il pour empêcher la barbarie de revenir sous d'autres formes, d'autres lois, d'autres visages? Très vite, un nouveau décor se dessine. En 1986, François Mitterrand lui propose un autre poste, moins spectaculaire, mais redoutablement stratégique, siéger au Conseil constitutionnel. 9 sages dans un palais de marbre, des tapis épais, des tentures vertes, des séances à huis clos, il accepte. Et, en entrant dans cette institution silencieuse, il comprend que le terrain de combat a changé de nature. Fini les grandes tirades. À l'Assemblée, les micros tendus, les caméras qui guettent la moindre intonation. Place à la phrase pesée, au mot qui tranchera. Dans l'ombre, le destin d'une loi que tout un gouvernement présente comme indispensable à la sécurité des Français. Le contraste est brutal. L'ancien avocat, qui vivait de la voix, doit désormais se taire en public. Un membre du Conseil constitutionnel ne commente pas, ne polémique pas, ne tient pas de conférence de presse. Son arme, c'est l'alinéa. Sa tribune, c'est un considérant de principe perdu dans un texte que peu de citoyens liront, mais qui modifiera en profondeur la
manière dont l'État peut toucher à leur liberté. Marc Delcourt, lui, n'a jamais été aussi visible. La droite est revenue au pouvoir. Il est devenu l'un des artisans de la nouvelle majorité, rapporteur de lois sécuritaires, invité régulier des plateaux télévisés. Pour lui, Badinter est rangé, neutralisé, mis au musée, dans une institution qu'il imagine poussiéreuse. Il se trompe, car dans le secret des délibérés, un autre affrontement va s'ouvrir entre eux, sans qu'ils ne se croisent jamais, sans qu'ils ne puissent s'interpeller. Un soir d'hiver, dans la bibliothèque du Conseil, Robert Badinter lit le projet de loi que Marc vient de défendre à l'Assemblée. Un texte qui renforce les possibilités de détention provisoire, élargit les pouvoirs de la police, restreint certains recours. Officiellement, pour répondre à l'inquiétude des Français face à la délinquance. Officieusement, pour marquer une rupture avec l'ère Badinter. Sur la table, le dossier est épais. Entre les lignes, il voit les mêmes tentations qui reviennent, comme une marée. Accepter un peu plus d'arbitraire au nom de l'efficacité. Limiter un peu plus les droits de la défense au nom de la rapidité. Repousser un peu plus le juge au nom de l'ordre. Dans la salle des délibérations, les sages discutent. Certains, sensibles au climat sécuritaire, sont tentés de laisser passer la loi presque intacte. Badinter écoute, prend des notes. Puis, d'une voix calme, il pose une question qui tombe comme un coup près. Nous sommes prêts à admettre que l'on puisse priver un homme de sa liberté sans qu'un juge, au moins une fois, ne vérifie si l'on ne se trompe pas. Silence. Il ne hausse pas le ton. Il ne frappe pas sur la table. Mais il déroule patiemment ce fil qu'il connaît par cœur, celui qui relie une petite entorse au principe à une grande défaite de l'état de droit. Il parle des prisonniers qu'on a oubliés en détention provisoire, des erreurs judiciaires qui ne sont découvertes que parce qu'un avocat a pu consulter un dossier, de cette pente glissante où, au nom de la peur, on rogne les garanties une à une, jusqu'à ne plus se souvenir pourquoi on les avait inventées. Au terme de la délibération, la décision tombe. La loi de Marc est validée sur plusieurs points, mais censurée sur les plus dangereux. Le Conseil impose que toute privation de liberté soit rapidement contrôlée par un juge. Dans le jargon, ce ne sont que quelques réserves d'interprétation. Dans la réalité, ce sont des barrières dressées contre l'arbitraire. Quand la décision est rendue publique, Marc l'apprend à la radio. Il serre les dents. Officiellement, il respecte la décision des sages. Officieusement, il fulmine. Même de là où il est, il continue de me barrer la route. Pourtant, ce poste au Conseil constitutionnel n'est pas qu'un théâtre d'ombre. C'est aussi, pour Badinter, une nouvelle façon de répondre à un fantôme qui le suit depuis l'enfance. Dans son bureau, au milieu des codes reliés de cuir, il garde dans un tiroir un petit carton jauni. Le laissez-passer de son père, arrêté en 1943, déporté, assassiné à Sobibor. Parfois, il l'ouvre, le regarde quelques secondes, puis referme le tiroir. Ce morceau de carton n'a aucune valeur juridique, mais il est le rappel concret, matériel, du moment où l'État, le droit, les papiers officiels ont été utilisés pour transformer un homme en numéro puis en poussière. Alors, quand une loi vient restreindre la liberté de la presse, il se souvient des journaux bâillonnés. Quand une autre veut limiter le droit d'association, il pense aux organisations dissoutes sous des prétextes administratifs. Quand on débat de la loi Gayssot, qui réprime le négationnisme, il mesure la tension extrême entre la liberté d'expression et la nécessité de ne pas laisser prospérer ceux qui nient l'existence même des chambres à gaz où son père a disparu. Ce n'est pas un combat abstrait, doctrinal. C'est un duel intime entre l'enfant qui n'a jamais revu son père et le juriste qui doit, à froid, tracer une frontière entre ce que la République peut tolérer et ce qu'elle doit impérativement interdire. 9 ans passent ainsi, au rythme des saisines, des délibérations, des décisions publiées au journal officiel. 9 ans où la France change de gouvernement, où les visages se succèdent à Matignon, à l'intérieur, à la justice. Lui reste, gardien discret d'une digue invisible, dont la solidité se mesure à ce qui ne s'est pas produit. Des lois plus brutales, plus expéditives, qui n'ont jamais vu le jour parce que 9 sages, un soir, ont décidé que le texte allait trop loin. En 1995, son mandat s'achève. Il a presque 67 ans. Pour beaucoup, c'est l'âge d'une retraite paisible, de longues promenades et de mémoires écrites au coin du feu.
Pour lui, c'est au contraire un moment de panique sourde. Combien de temps lui reste-t-il pour mener son autre bataille, celle qui dépasse les frontières françaises, celle qui vise la planète entière? Car pendant que la France ne guillotine plus, ailleurs, les exécutions continuent. Dans certains États des États-Unis, on prépare des injections létales, comme on programme une opération. En Chine, en Iran, les chiffres exacts sont secrets, mais on parle de centaines, de milliers de morts. Les pelotons d'exécution tirent encore à l'aube, sur des terrains vagues. Les cordes se tendent sous le poids de corps qui se balancent quelques instants. Les familles apprennent, parfois des jours plus tard, que leur fils, leur frère, a été transféré. Euphémisme pour dire « tué ». Robert Badinter le sait. Et ce savoir, pour lui, est une douleur physique, parce qu'il a promis, le jour où la guillotine a disparu en France, de ne pas s'arrêter là. Au fond de lui, il s'est fixé un compte à rebours personnel, voir, de son vivant, la peine de mort reculant sur la carte du monde, comme une tache de sang qui s'efface. Pour avoir une nouvelle tribune, il accepte encore un mandat, sénateur des Hauts-de-Seine. L'hémicycle du Luxembourg devient son nouvel amphithéâtre. Il y arrive avec ses cheveux blancs, sa silhouette austère, son regard légèrement penché vers le haut, comme s'il cherchait, au-delà, des dorures, une autre instance à convaincre. Face à lui, dans les travées, Marc Delcourt est désormais un cacique de la droite parlementaire. Il se retrouve, cette fois en face à face, après des années de duel à distance. Les caméras filment parfois ces joutes inattendues entre deux hommes vieillissants, qui se connaissent trop bien pour s'accorder la moindre indulgence. Un soir, le débat porte sur une réforme constitutionnelle. Badinter plaide pour inscrire, noir sur blanc, dans la Constitution, l'interdiction de la peine de mort. Tant que l'abolition n'est qu'une loi, dit-il, elle peut, en théorie, être renversée par une autre loi. La Constitution, c'est la mémoire de nos pires renoncements. Gravée pour empêcher qu'ils reviennent, Marc réplique avec un calme calculé. Personne, ici, ne souhaite le retour de la peine de mort. Alors pourquoi graver dans le marbre un risque imaginaire? Vous voulez transformer la Constitution en catalogue moral. Le duel est serré, la majorité hésite. Certains pensent qu'il exagère, qu'aucun gouvernement n'oserait rétablir la peine capitale. Badinter, lui, ne croit pas au tabou définitif. Il a vu trop souvent l'histoire se renverser pour se fier aux bonnes intentions du moment. Les années passent, la réforme est repoussée, remise, ajournée. Pour lui, chaque report est comme un tic-tac supplémentaire dans une pièce très silencieuse. Il a franchi les 70 ans, puis les 75. Les voyages sont plus fatigants, mais il continue d'aller plaider l'abolition à Moscou, à Bucarest, dans des parlements hésitants, devant des gouvernements qui jonglent avec l'opinion, la peur, la tradition. Dans un pays d'Europe de l'Est, après une conférence, un ministre de la Justice lui glisse en aparté « Vous avez raison, mais mon peuple veut du sang. Si je vous suis, je perds les élections. » Badinter le fixe, les traits tendus. Croyez-vous que la foule aurait demandé autre chose devant la guillotine de la place de Grève? Si nous avions attendu qu'elle change d'avis, nous serions encore en train de couper des têtes. Parfois, il gagne. Un pays ratifie un protocole européen abolissant la peine de mort. Une nouvelle constitution s'inspire du modèle français. Parfois, il perd. On lui oppose la tradition, la religion, la vengeance. Il rentre alors à Paris avec ce sentiment étrange d'avoir lancé une corde au-dessus d'un gouffre trop large. Et puis, il y a un soir, au milieu des années 2000, où le conflit avec Marc prend un tour inattendu, le téléphone sonne chez lui, tard. À l'autre bout du fil, une voix qu'il reconnaît immédiatement, mais qu'il n'a jamais entendue aussi basse, Marc Delcourt. Son fils vient d'être mis en examen dans une affaire financière. Il clame son innocence. La presse s'est déjà emparée du scandale. Marc, le chantre de la fermeté, découvre soudain l'angoisse de celui dont le proche est enfermé, suspecté, jugé. Il hésite, puis demande à Badinter un conseil. Pas un passe-droit. Un conseil? Que faire? Comment protéger son fils, sans entraver la justice? Dans le salon, le silence est lourd. Badinter pourrait savourer cette revanche. Il ne le fait pas. Il répond simplement « Faites confiance à ce que je défends depuis toujours. Les droits que vous avez dénoncés pour les criminels, ce sont ceux qui empêcheront qu'on broie votre fils s'il est innocent. Vous voyez, ce n'est pas un luxe. C'est une nécessité pour tous. » Ce soir-là, aucun des deux ne gagne le débat.
Mais un déplacement imperceptible s'opère. Mark commence à comprendre confusément que ce qu'il combat depuis des années n'est pas une posture, mais une armature invisible qui le protège lui aussi. En 2007, enfin, la Constitution française est révisée. L'article 66.1 est adopté. Nul ne peut être condamné à la peine de mort. Dans l'hémicycle, Badinter écoute le vote. Il sait qu'il ne s'agit pas de lui, qu'une génération entière de militants, de juristes, d'anonymes a porté ce combat, mais pour lui, c'est une date secrète, intime. La guillotine, cette fois, n'est plus seulement absente des lois ordinaires. Elle est bannie du texte suprême. Dans les travées, Mark vote, lui aussi, en faveur de l'article. Il ne fera pas de discours. Il ne viendra pas le lui dire. Mais ce soir-là, sans que personne ne le remarque, une partie de leur duel se termine. Les années 2010 approchent. Robert Badinter a dépassé les 80 ans. La plupart des hommes, à cet âge, se replient sur leurs souvenirs. Lui commence à les écrire. Pas pour se glorifier, mais pour comprendre. Il publie des livres qui relisent les grandes affaires qu'il a plaidées, les grandes étapes de l'abolition, les enjeux de la justice internationale. Puis, en 2018, un ouvrage surprend, I10. Ce n'est plus un traité de droit, ni un manifeste politique, c'est le récit de sa grand-mère, I10, petite femme juive de Bessarabie, immigrée en France, analphabète, qui ne comprenait pas tous ces mots de la République, mais qui y croyait. À sa façon obstinée, dans ses pages, il raconte la pogrom, la fuite, le pari pauvre, le marché, les rires, la douceur, puis la rafle, la déportation, l'absence. Il décrit, avec une précision glaçante, ces convois qui partaient de Drancy, ces wagons fermés sur des vieillards qui ne savaient pas encore qu'ils allaient vers les chambres à gaz. Il parle de son père, de ses oncles, de ces noms effacés des registres pour n'être plus que des numéros sur des listes d'extermination. Le succès de I10 surprend. Des lecteurs qui n'ont jamais ouvert un code pénal découvrent un vieil homme qui tremble en évoquant le souvenir d'une voix, d'un foulard, d'un parfum de soupe dans une cuisine obscure. À la télévision, lors d'une émission, ses yeux se mouillent. Le pays découvre que derrière l'ancien ministre, le juriste implacable, il y a un petit garçon de 13 ans qui attend encore que son père rentre. Le contraste est violent. D'un côté, un monument de la République qu'on consulte pour chaque grande réforme constitutionnelle. De l'autre, un homme de plus de 90 ans qui sait que chaque intervention publique peut être la dernière. Et pourtant, même à cet âge, il continue d'accepter les invitations dans les lycées, les universités, les associations. Il sait désormais que son nouveau compte à rebours n'est plus politique, mais biologique. Il le sent dans la fatigue, dans les trajets qui l'épuisent, dans les marches d'escalier qu'il monte plus lentement. Alors, il sélectionne ses combats. Il parle encore et toujours de la peine de mort, de la dignité des prisonniers, mais aussi d'autres choses, de la fragilité de la démocratie. Devant des adolescents qui n'étaient pas nés au moment de l'abolition, il raconte comment, en quelques années, un pays civilisé peut sombrer dans la folie meurtrière. Il décrit les lois antisémites votées légalement. Il montre comment l'on peut tuer des millions d'êtres humains sans jamais, officiellement, violer les règles qu'on sait soi-même. Données simplement en pervertissant peu à peu leur sens. Il répète d'une voix affaiblie mais ferme. La barbarie ne surgit pas un matin avec des bottes et des cris. Elle revient par de petits renoncements acceptés, au nom du confort, de la peur, de l'habitude. Un jour, après une conférence dans une université, une jeune femme vient le voir. Elle se présente « Je m'appelle Claire Delcourt ». Le nom le frappe. Elle ajoute, un peu intimidée « Je suis la petite fille de Marc ». C'est vous qui m'avez donné envie d'étudier le droit? Il la regarde, surpris. Elle lui explique qu'elle s'est souvent disputée avec son grand-père, qu'elle ne supporte pas certains de ses discours, qu'elle veut, à sa manière, prolonger les combats de Badinter. C'est un moment presque irréel. La petite fille de son adversaire déclarant qu'elle se range non derrière le camp de la fermeté, mais derrière celui des garanties, des droits, de la dignité. Ce jour-là, il comprend que son influence ne se mesure plus seulement aux lois votées, mais aux trajectoires individuelles qu'il a, sans le savoir, infléchies. Le duel avec Marc s'achèvera peut-être dans une chambre d'hôpital, mais il a déjà basculé ailleurs, dans l'esprit de ceux qui, demain, seront à leur place. Le 9 février 2024, la nouvelle tombe. Robert Badinter est mort à 95 ans.
La France entière semble retenir son souffle. Sur les radios, on répète les mêmes phrases. L'homme qui a aboli la peine de mort, la conscience de la République. On exhume des archives, ses plaidoiries, ses discours, ses colères contenues. Quelques jours plus tard, un hommage national lui est rendu, place Vendôme, dans la cour du ministère de la Justice, celle-là même où il traversait autrefois en hâte, dossier sous le bras, un cercueil drapé, de tricolore avance lentement. Les pavés résonnent sous les pas des gardes républicains. Il pleut légèrement, une pluie fine qui fait briller les pierres. Au balcon, derrière les fenêtres, des silhouettes immobiles regardent. Des magistrats, des avocats, des surveillants pénitentiaires, des anciens détenus anonymes venus se mêler à la foule. Dans le silence, certains entendent encore, comme un écho lointain, le bruit sec de la guillotine dans les prisons où elle a longtemps trôné. Ce bruit que cet homme, aujourd'hui couché dans un cercueil, a réussi à faire taire. Parmi ceux qui suivent la cérémonie à la télévision, chez lui, un vieil homme regarde fixement l'écran, Marc Delcourt. Il est fatigué, amaigri. Autour de lui, les murs sont couverts de coupures de journaux jaunis, de souvenirs de campagnes électorales, de photos de tribunes, où il vociférait contre l'angélisme. Devant le drapeau qui recouvre le cercueil, quelque chose cède en lui. Il murmure pour lui-même « Tu as gagné, Robert. On ne tuera plus au nom de la loi, ici. Personne ne l'entend. Ce n'est pas une confession publique, ni une reddition. C'est juste la reconnaissance, tardive, que certaines défaites politiques sont des victoires pour tous. » Dans la cour de la place Vendôme, la Marseillaise retentit. Le cercueil disparaît peu à peu dans le bâtiment. On parle, dans les discours, de son héritage, de la justice, de la dignité. Mais la vraie trace qu'il laisse n'est pas dans les mots prononcés ce jour-là. Elle est dans le fait que, désormais, pour une majorité de Français, l'idée même de remettre un condamné entre les mains d'un bourreau paraît inimaginable, presque monstrueuse. Elle est dans ces pays où des militants brandissent son nom pour convaincre leurs dirigeants de renoncer à la potence, au peloton, à la chaise électrique. Elle est dans ces jeunes juristes qui, en ouvrant un code, y lisent des principes qu'ils croient évidents, sans toujours savoir que un homme, un jour, s'est usé la voix, la vie et le temps pour qu'ils deviennent évidents. Robert Badinter n'a pas vu la fin de la peine de mort dans le monde. Il le savait. Mais il a fait quelque chose d'encore plus difficile. Il a déplacé le centre de gravité morale d'un pays, puis d'un continent. En signe rappelant que la force d'un État ne se mesure pas au nombre de têtes qu'il coupe, mais à sa capacité à refuser, même face au pire crime, de ressembler à celui qu'il juge. Et si son histoire nous hante encore, c'est peut-être parce que, derrière la figure du grand juriste, nous avons tous quelque chose. De ce compte à rebours logé au fond de la poitrine. Combien de temps nous reste-t-il, à nous aussi, pour empêcher que la barbarie, patiemment, revienne frapper à la porte?